Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Adélaïde Charlier. Vous la connaissez sûrement aussi sous l'alias La Meuf du Climat. Adélaïde est activiste. C'est notamment elle qui a donné du souffle au mouvement des jeunes pour le climat depuis quelques années. Elle nous raconte justement ce que c'est d'être activiste, mais aussi comment elle en est arrivée là, avec toute son humilité. Adélaïde fait probablement partie des personnes que j'admire le plus, et j'espère que cette conversation sera fidèle à ce sentiment. Bonne écoute! Hello Adélaïde et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Hello Laurie, merci beaucoup de m'inviter. Alors pour commencer, je te propose de te présenter de la façon qui te convient, tout simplement. Ok, du coup moi c'est Adélaïde, j'étudie les sciences sociales et les sciences politiques et je suis aussi activiste pour le climat, enfin pour la justice climatique et pour les questions des droits humains. Waouh, à 22 ans, c'est ça hein? Ah oui, j'ai 22 ans. Ouais. C'est surtout intéressant de savoir que tu as 22 ans et que tu fais déjà tout cela. On va faire marche arrière. Okay. Est-ce que la petite Adélaïde a toujours été quelqu'un de conscient des enjeux sociaux et environnementaux ? Pas nécessairement. Je pense que j'ai toujours été ouverte sur tous ces sujets-là, mais bref, comme une enfant qui écoute les histoires que les grands racontent autour d'elle, mais j'ai pas été élevée par des activistes, il y avait pas d'activistes dans ma famille, donc j'ai pas grandi dans une mentalité révolutionnaire ou même pour faire une attention plus précise sur le côté social ou environnement. Clairement, mes parents nous parlaient du changement climatique. Et donc, parfois, genre pour le fun, on allait à vélo à l'école, quoi. Mais c'était vraiment rien comparé à la personne que je suis aujourd'hui et toutes les informations que j'ai vraiment gobées ces 4 dernières années. Donc, je pense que la petite Adélaïde, elle avait vraiment d'autres intérêts à ce moment-là. Mais il ne faut pas nier que mon environnement était propice pour faire fleurir une fleur qui était prête à se renseigner sur ces questions-là. Trop chouette. Et du coup, comment ça vient tout ça alors ? Parce que donc, la petite Adélaïde, ok, elle était sensible à tout ça, mais pas non plus baignée dedans comme tu l'es maintenant. Quand est-ce que c'est arrivé tout ça finalement ? Je pense que déjà, il y a eu un changement important pour la petite Adélaïde. C'est quand elle a déménagé au Vietnam. Et je venais d'avoir 12 ans. Et donc ça a été un peu compliqué déjà personnellement, mais aussi j'arrive dans un tout autre contexte, dans une autre vie en fait. Et je commence toute une autre vie entourée de jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes vies que les jeunes belges, qui viennent de partout. On parle déjà de différences culturelles, de différences dans la manière dont on vit, dont on a des relations, etc. Bref, tout est un peu différent. Et on est poussé à accepter en fait toutes ces différences. Et donc je pense que là il y a déjà eu un changement pour Adélaïde, mais aussi j'ai eu la chance d'aller à l'école des Nations Unies à Hanoï au Vietnam, et là toute l'éducation était basée sur les objectifs des Nations Unies. Et donc, entre autres, on parlait de réchauffement climatique, on parlait de la question de la justice sociale, on parlait de la pauvreté, on parlait de tous ces objectifs-là qui sont aujourd'hui au centre de en fait, toutes les compagnies qui essayent d'être éthiques. Et donc, je pense qu'il y a eu là déjà tout un travail de base, mais le déclic est seulement arrivé quand je suis rentrée en Belgique. Et là quand j'ai, commencé à entendre Greta Thunberg qui faisait des grèves, et puis, je voyais qu'on pouvait rejoindre une manif un dimanche, et je me suis dit, aller avec des potes, go, on y va. Et en fait, un mois plus tard, on m'a mis en contact avec une jeune fille qui organisait des grèves pour le climat.
Je me suis dit, ok, why not? Et ça s'est basé sur beaucoup de why not et sur beaucoup d'envie de juste m'engager dans quelque chose, je sais pas trop quoi. Ça aurait pu être une équipe de foot, comme ça aurait pu être l'engagement dans lequel je suis aujourd'hui, quoi. Mais je cherchais juste à mettre mon énergie quelque part. Ouais, dans un truc qui est plus grand que toi, quoi. Ouais, vraiment. Qui te dépasse un peu, si je comprends bien. Et trop chouette. Et donc, du coup, en fait, t'as quel âge quand t'es à Hanoï et que t'apprends toutes ces choses, que tu vois tous ces sujets liés à la justice climatique et sociale? Donc, j'arrive au Vietnam quand j'ai 12 ans et je vis là 4 ans et demi. Donc, je reviens vers 16 ans et demi et là, je reviens un peu chamboulée, quoi, parce que j'arrive dans une école en Belgique où on n'est pas du tout basé sur les objectifs des Nations Unies. Et donc, évidemment, on a une éducation qui est complètement différente. Et le seul endroit où je retrouve un peu cette éducation et ce que je recherche, c'est en rejoignant le groupe Amnesty à l'école, en rejoignant le groupe Oxfam, en rejoignant le groupe Ecoteam. Et du coup, je m'engage dans ces groupes en mode, j'ai l'impression que j'avais cette soif, quoi, j'avais besoin de m'engager. Mais c'était pas seulement sur les questions sociales, parce que par exemple j'avais besoin aussi de faire la pièce réto, j'avais besoin de faire partie de l'équipe de foot aussi de l'école, donc c'était un engagement qui se trouvait un peu partout, mais entre autres aussi dans ces orgas-là, dans les petites orgas dans les écoles, et parce qu'en fait je retrouvais pas cette envie de s'engager dans mes cours lambda qu'on avait à l'école ici en Belgique, et donc l'école du Vietnam me manquait beaucoup. Et juste pour clôturer le sujet, mais pourquoi es-tu partie au Vietnam? Pourquoi, comment Du coup, pour le boulot de mon père, qui travaille dans l'aide au développement, et il avait un projet sur place, et donc on est parti avec la famille de base pour un an, et ça a fini quelques années en plus. Ah waouh, ok. Donc oui, ton papa est déjà sensible à ces questions-là, clairement. Ouais, clairement, on est plutôt dans une famille qui est, dans ma famille proche, qui est sensible à ça. Qui est sensible à, en tout cas, des questions de... je sais pas, d'entraide, de solidarité. Ça, je pense que c'est quand même une ADN qui se trouve dans ma famille. Trop chouette. Et donc, du coup, tu rentres en Belgique, tu rejoins l'école. Là, tu rejoins plein de groupes parce que tu as besoin de ce collectif, en fait, si je comprends bien. C'est vraiment le collectif. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et qui te contacte pour faire des manifs, alors? Comment ça se passe, ça? Ça, c'est quand même trop drôle. C'est vraiment via. Donc Anuna de Wever qui a lancé un petit groupe à Anvers pour essayer de faire des grèves pour le climat en Belgique. Elle cherche des gens en Wallonie, et des gens qui parlent français pour se chauffer aussi, en gros. Et en fait, via son père contacte des potes qui finissent à l'oreille de mon père, qui lui dit je vais proposer à mes filles, il nous en parle, et moi je dis vas-y, tu peux donner à Nuna mon numéro, je sais pas, elle m'appelle et on verra. Et en gros on s'est appelé, elle m'a dit viens le lendemain, je t'explique tout autour d'Anvers. On a parlé, elle m'a expliqué pourquoi elle voulait se lancer dans les grèves et quel serait mon rôle. Et donc je me suis dit ok, vas-y, je vais à la prochaine grève pour le climat, je prends ce rôle de coordonner en fait la marche et de communiquer sur ça. Et donc ça a commencé un peu comme ça. Au début je pensais que ça allait être un truc tout petit qui allait durer une semaine, et c'est pas du tout ça. Sans blague. Et du coup tu organises tes premières marches avec Anuna. Ouais, et d'autres. Elles étaient, tout le collectif Youth for Climate, j'imagine. Et elles se passent où, ces premières marches? Donc les premières à Bruxelles, donc des grèves, et puis ensuite on décide d'aller un peu partout en Belgique, et donc de bouger genre Louvain-la-Neuve, Leuven, mais aussi Anvers, Namur, Mons, Charleroi. Bref, on essaie d'aller un peu partout pour aller chercher les élèves qui n'ont pas la chance de bouger. Et du coup de faire ces grèves un peu partout en Belgique, et on a fait ça pendant 20 semaines consécutives. Donc ça veut dire vraiment on s'est pas arrêté pendant 20 semaines de demander aux jeunes de sortir les jeudis, de pas aller en cours. Et donc moi j'ai fait ça aussi, ce qui mettait quand même beaucoup d'élèves en péril, parce que faut savoir qu'en côté wallon tu peux pas rater plus de 20 jours, 20 demi-jours. Et donc 20 jours complets pour moi c'était vraiment, ça voulait dire que j'allais pas avoir mon CSS, donc ça me faisait quand même un peu peur, mais la pression était tellement élevée que la ministre de l'enseignement a levé en fait ces jours, et a décidé de pas compter les grèves dans ces jours. Donc ce qui a fait que
bah, ça a sauvé beaucoup de jeunes et ça, c'était vraiment, c'était vraiment cool parce qu'on pouvait faire grève sans craindre de ne pas avoir notre diplôme. Ok, super. Ça, c'était un chouette geste. J'en avais pas connaissance. Bah, c'était une manière pour elle de se positionner. Enfin, elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait se positionner. Si elle nous soutenait pas, ben, elle nous mettait en péril et donc elle ne levait pas ça. Et si elle nous soutenait, ben, elle le levait. Donc c'était... En fait, ça montre que les grèves, ça allait beaucoup plus loin que juste interpeller la ministre du Climat ou notre Premier ministre. En fait, ça a engendré, parce que c'était des grèves, parce que ça dérangeait autant de personnes, ça a engendré tellement de... Je sais pas, on a interpellé tellement de personnes qui ont dû se positionner, alors que de base, la ministre de l'Enseignement, c'est pas trop son rôle de se positionner sur les questions du climat. Et là, en fait, on l'a forcé. Donc, c'est ça, c'est un peu le côté positif de l'interpellation des grèves, enfin, en tout cas, ce que ça a pu donner, quoi. Bah ouais, mais trop chouette que tu aies fait partie de tout ça. Et donc du coup, après ces premières grèves, j'imagine le collectif grandit et tu prends un peu le lead, on va dire, de la partie francophone. Bon, même si je sais que dans Youth for Climate, il n'y a pas de chef, Non. mais tu développes en fait la partie francophone après ça. Comment tu fais ? Comment tu recrutes des gens ? Comment on recrute des gens quand on a 19 ans pour rejoindre un collectif ? Ah bah, franchement, c'était chaud, mais en même temps, il y avait une je sais pas, il y avait un momentum, quoi. Les jeunes, ils avaient envie de rejoindre ce mouvement parce qu'ils avaient envie d'être dans les rues et il y avait, je sais pas, il y a eu un engouement comme ça et donc, moi, j'essayais de... Enfin, je sais pas, je savais pas trop comment faire ça. Donc, au début, j'organisais juste... Enfin, je créais juste des groupes Facebook avec mes potes et je leur disais rajouter tout le monde. Et puis, je faisais un message « Hello, venez jeudi matin !» Et genre, qui veut m'aider à faire ça, ça, ça. Enfin, c'était un peu vraiment complètement informel. Et puis, on faisait juste des events sur Facebook en disant « Rendez-vous à 10h à la gare centrale ». Donc, faut savoir, c'était super chaotique, en fait. Le mouvement, il n'a pas été créé en disant « Voici notre structure, maintenant, on commence une première action ». Non, c'était vraiment... Ah, il y a des actions, maintenant il faut une structure derrière, quoi. Et donc, ça a été très, très compliqué au début. Enfin, il faut savoir que j'étais la seule francophone, en fait, dans ce mouvement au début, pendant quelques semaines. Et ça a été très, très dur dans l'organisation parce que, genre, toutes les réunions étaient en flamand. Genre, il fallait que je galère à essayer de comprendre tout ça et que je revienne. Et j'étais en mode, il n'y a pas d'autres francophones qui sont chauds là à m'aider. Et puis, après, il ne faut pas sous-estimer aussi que, par exemple, ce qui s'est développé, c'est qu'il y a eu d'autres mouvements francophones qui se sont créés en parallèle. Donc, ça, c'était génial aussi. Mais au sein du Sur Climate, ça a pris un peu de temps pour que le côté francophone se développe. Ok, et ensuite, donc Youth for Climate se développe, tu recrutes des gens. C'est quoi le gros événement ensuite qui s'est passé ? C'était déjà la COP25 ? Alors, donc déjà, on a fait des grèves jusqu'aux élections. Donc là, c'est vraiment le gros moment. On a fait... donc, il y a eu la dernière grève avant le week-end des élections. Et puis, il y a eu ce mouvement européen, en fait, qui se crée. Donc, tout ça se faisait pas qu'en Belgique, ça se faisait dans les pays voisins et à travers le monde. Et on voit que le mouvement européen s'organise et arrive à Bruxelles, parce que c'était aussi des élections européennes. Et on voit qu'ils arrivent avec plein de jeunes. Et en fait, ils se posent devant le Parlement européen et ils ne bougent pas. Ils disent on va rester là tout le week-end. Donc en gros, ils sont en train d'occuper le Parlement européen. Et donc ça, c'était un autre momentum qu'on n'attendait pas du tout. C'est qu'en fait, il y avait un mouvement européen qui était en train de se créer. C'est la première fois qu'on se réunissait tous ensemble. Et donc ça, c'était un autre moment important. Et puis, ouais, il y a eu l'été où on a essayé de faire plein d'actions un peu diverses, genre dans les festivals et tout. Et puis, il y a eu ce moment où on était invités à aller à la COP 25, mais qui se passait au Chili. Et c'était vraiment pas le moment de prendre l'avion. Et même, moi, j'avais pas envie d'avoir crié dans les rues pendant un an et après de dire je prends l'avion pour aller dire ça à l'autre bout du monde. T'avais pas envie ou t'avais peur contre le reproche ou il y avait les deux parce que à ce moment-là c'était quand même le début de mon activisme, donc c'est aussi le début c'est le début de la création de mes valeurs et donc j'étais un peu en mode non, je sais que je me sentirais pas bien dans un avion, que c'est pas cohérent avec les valeurs que je suis en train de développer. Et aussi, je vais me mettre dans la mer, c'est sûr. Donc, je peux pas faire ça. Donc, bref, je me suis dit, on va pas partir à la COP. Ça n'a pas de sens. Et puis, ensuite, on reçoit une invitation aussi pour participer à une grande réunion dans la forêt amazonienne au Brésil, plus précisément à Altamira, au nord du Brésil. Et là, ce serait génial aussi de pouvoir y aller, mais on va pas non plus encore une fois aller au Brésil, jusqu'à ce que un jour, évidemment,
on trouve, évidemment, je dis, mais on trouve des activistes hollandais qui avaient préparé un voilier pour partir à la COP, pour rejoindre cette COP et se dire, en gros, notre challenge, c'est d'aller à cette COP sans monter dans un avion. Et ils voulaient vraiment questionner, en fait, toute notre mobilité en Europe et au niveau international. Et donc, le but du message n'était pas de dire prenez tous le voilier pour aller aux États-Unis demain ou pour aller en Amérique demain, mais questionnez vos voyages, quoi. Comment est-ce que vous bougez. Et le rapport au temps aussi, parce que c'est pas la même chose que de sauter dans un avion pour entre 6 et 10 heures en fonction d'où on va sur l'autre continent et de monter dans un voilier pour combien de temps ? Ouais, voilà, c'était normalement prévu pour 5 semaines. Mais ça a pris 7. Donc, il faut savoir aussi que sur le voilier, il ne faut pas avoir d'agenda, il ne faut pas avoir de timing parce qu'à tout moment, tu peux arriver des 3-4 jours en retard. On était en retard d'ailleurs au Brésil, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est en fonction du vent. Donc, tu ne décides pas l'allure à laquelle tu avances. Et donc, ça, c'est frustrant aussi parce que d'habitude, tout est très, très timé dans notre emploi du temps. Enfin, je veux dire, personne n'est 3 jours en retard à un rendez-vous. Non, mais c'est clair que ça questionne. Ça veut dire qu'il fallait vraiment accepter, quoi. Et ça, c'était dur, mais c'était aussi incroyable. Donc, et ça fait partie du chemin aussi, je pense. Moi, j'y suis pas du tout, mais de questionner notre rapport au temps. Alors oui, 3 jours de retard à un rendez-vous, naturellement que personne ne fait ça. Mais se dire, voilà, c'est pas grave, si c'est un peu plus tard, on y va plus à notre rythme, en fait. Ouais, et en autre, ça a été constamment en voyage d'adaptation parce que un autre moment aussi qui a été très très difficile pendant ce périple, c'était que à la moitié de la traversée, on était vraiment au milieu de l'Atlantique. Enfin, on venait de quitter le Cap-Vert et donc on allait commencer la grande traversée où on n'allait plus voir la Terre pendant 2 semaines. Bref, à ce moment-là, on apprend que la COP25 est annulée. Donc, c'est-à-dire que l'objectif pour lequel on a quitté Amsterdam 3 semaines plus tôt, en voilier, avec énormément d'ambition, avec énormément de messages, avec un symbole fort, notre objectif était annulé. Et donc, on a été bouleversés, on ne savait pas quoi faire, on ne savait plus comment avancer. On avait encore l'espoir que la COP allait juste être déplacée en Amérique latine, donc peut-être dans un autre pays. Et donc, on s'est dit, go, on avance et on espère, parce que on doit avancer pour pas être en retard à la COP et on espère qu'ils vont juste la bouger autre part en Amérique latine. Et puis 2 jours plus tard, on apprend qu'elle a été bougée à Madrid, quoi. Donc ça, c'était un peu dur. Ouais, c'est dur. Et vous avez quand même décidé d'y aller pour aller faire donc votre projet en Amazonie, c'est bien ça, hein ? Exactement. Donc on a décidé de continuer vers l'Amérique latine, vers le Brésil, où on est arrivé quelques semaines plus tard pour en fait faire la conférence qui, j'ai réalisé après, était beaucoup plus importante que la COP25, c'est-à-dire rencontrer les différents leaders autochtones qui s'étaient rassemblés, qui avaient accepté de nous faire confiance pour leur partager leur histoire, et des scientifiques brésiliens. Donc c'était en fait un des sommets les plus importants pour comprendre le dérèglement climatique, l'aspect scientifique de ça, mais l'aspect humain aussi, et donc en fait faire un lien entre la question des droits humains et la question du climat. Donc, c'est 10 jours ou plus dans la forêt amazonienne. Ils ont changé tout mon activisme. Et je pense que c'est là, plus précisément, que la Adélaïde a vraiment changé. Ce périple a vraiment changé la petite Adélaïde qui, avant, se disait « Bon, allez, je vais faire quelques grèves et tout, je suis chaude. » Non, là, ça a vraiment tout changé. Et je pense qu'au plus profond de moi-même, il y a eu un déclic qui a fait que maintenant, je ne pourrais plus jamais revenir à la Adélaïde d'avant. Et du coup, tu rentres ici ensuite, et que se passe-t-il ? Déjà, comment vivent tes parents le fait que tu pars 5 semaines en voilier avec des inconnus ? Oui, c'est vrai que quand je leur ai dit ça, ils disaient « Bon, ok, tu pars. » Parce que là, j'annonce ça en août. De base, je suis censée rentrer à l'UNIF en septembre. J'étais inscrite et tout. Mais du coup, ça, c'est en mode annulé, quoi. Et ils m'ont soutenue parce qu'ils avaient confiance. C'était quelque chose qui était quand même très, très sérieux. Et ces jeunes avaient travaillé depuis plus d'1 an sur ce voyage. Et c'était un cadre très sérieux. Donc, non, ils m'ont soutenue à fond. Ils se sont dit, c'est ça que tu dois faire, quoi. Donc, tu dois partir, absolument. Et donc, ils m'ont bien soutenue. Et ils m'ont même poussée quand j'étais vraiment en doute de partir. Parce que je dois avouer que j'ai pas tout de suite voulu sauter sur l'occasion en me disant vas-y on part. J'ai quand même un peu questionné le truc avant. Oui, sans blague, t'avais 19 ans et il fallait traverser l'Atlantique en voilier. En plus. 18 ans, quoi. C'était chaud, ouais. Et du coup, tu rentres ici et là, tu commences tes études alors ?
Ouais, ben je rentre, on est en janvier 2020, enfin fin janvier 2020. Et là, ben j'avais encore 6 mois avant de commencer mes études. Et donc j'ai cherché un peu ce que j'allais faire pendant ces 6 mois. Et j'ai eu la chance de faire un stage au Parlement européen pendant ces 6 mois. Mais évidemment, c'est aussi le moment où le Covid a commencé. Donc, ben, je fais un stage. Au début, c'était trop cool. J'ai appris plein de choses, en fait, sur l'institution que j'arrêtais pas de targeter depuis le début de mon activisme. Et en même temps, ben, après un mois, j'ai dû m'isoler dans ma maison et tout ce truc de parlement était que dans mon ordinateur. Et donc là, c'était un peu moins ouf. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et comment on fait pour continuer de mobiliser les gens quand les gens sont coincés chez eux? Comment on continue l'activisme quand on est coincé chez soi? C'est très difficile. Il fallait complètement se réinventer. Enfin, tous les secteurs ont dû se réinventer, mais entre autres, c'est pas un secteur, mais le secteur de l'activisme, quoi. Enfin, la mobilisation, et c'était chaud parce que on n'avait pas envie de mettre les gens en risque, et on avait envie de respecter, par exemple, le travail des infirmières, le travail de tous ceux qui prenaient le risque en fait de travailler, mais en même temps on avait envie de s'assurer que dans toutes les politiques qui étaient en train de passer à ce moment-là, on n'oublie pas en fait l'urgence du climat et qu'on n'oublie pas en fait toutes les autres problématiques qui étaient déjà présentes avant le Covid et qui allaient revenir évidemment après le Covid. Enfin, elles vont pas disparaître en fait du jour au lendemain. Donc on voulait continuer ce rappel et c'est super chaud. On a essayé de se mobiliser principalement en ligne, on a fait plein de conférences avec des scientifiques, on a appelé les gens pour nous suivre. Ce qui était entre guillemets cool, c'est que beaucoup de gens se questionnaient sur le sens de leur boulot, sur le sens de, je sais pas, les valeurs qu'ils portaient, s'ils étaient cohérents avec leurs valeurs et tout. Donc je pense que ce questionnement nous a permis aussi de, au final, en fait, recruter plein de gens. Il y a plein de jeunes qui ont rejoint. Le mouvement a grossi pendant le Covid? Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'au niveau externe, on faisait presque plus rien. Enfin, on était très limité dans notre action. Mais en fait, au niveau interne, on grandissait. Parce que les gens étaient en mode, non, j'ai besoin de faire quelque chose. Je peux pas juste rester chez moi à rien faire. Et donc, le mouvement a grandi et on s'est adapté. On a trouvé des moyens pour confronter nos leaders en ligne, pour faire des vidéos qui allaient tourner, mais aussi pour faire, par exemple, des projections sur des buildings. Parce que ça, tu peux être à deux et faire une projection, parce qu'il y a quand même une conférence importante qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, il y avait moyen de trouver des alternatives et de faire des trucs à pas beaucoup, de quand même interpeller, mais faut pas nier que c'était quand même très difficile à ce moment-là de mobiliser et juste d'attirer l'attention sur le climat, quoi. Et du coup, là, vu que le mouvement grossit, ben, ta notoriété aussi, et tu deviens la meuf du climat. Et comment tu vis ça, le fait de devenir quelqu'un de plus en plus reconnu en Belgique? Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que je l'ai jamais regardé. Je sais pas en fait comment je l'ai regardé. Je me suis juste dit, enfin, ok, je sais pas trop ce qui se passe, mais j'utilise cette occasion que j'ai de pouvoir aller parler à gauche à droite sur je sais pas, dans des conférences ou dans les médias pour faire passer le message du mouvement et pour faire passer le message de base, en fait, le message de la science qui ne passe pas à travers un rapport. Apparemment, c'est pas assez sexy. Donc, il faut mettre des gens dans les rues pour que ça soit au minimum écouté. Donc, en gros, pour faire passer ce message et pour inclure les jeunes, surtout, dans la discussion. Et ouais, j'avais que ça, en fait, en tête. Et c'est pour ça que là, je pense que je réalise seulement depuis quelques mois qu'il y a eu toute cette attention et que aujourd'hui, du coup, évidemment, je sais pas, c'est une attention qui, t'as l'impression qu'on te regarde dans les pas que tu fais, ou en fait qu'on te regarde jamais, mais que si tu prends un mauvais pas, là, alors on te regarde. Et donc, c'est quand même, c'est cool parce que tu peux faire passer tes messages constamment et tout, et t'as plein d'opportunités, donc je vais pas nier que c'est vraiment trop bien, et que je vois ces opportunités comme des responsabilités maintenant, et je veux vraiment continuer à faire passer le message, mais c'est vrai que ça peut être dur parfois. Oui, parce que du coup, tu te prends parfois des vagues de haine sur les réseaux sociaux, dans les médias. Comment tu vis ça? Parce que t'as que 22 ans, enfin même en fait si t'en avais 45, c'est jamais gai de prendre de la haine. Mais non. Comment tu gères ça au quotidien quand tu te fais épingler sur Twitter ou par la RTBF parce que t'as pris l'avion quand t'étais ado?
En fait, au début, je regardais pas. Genre, je me dis, ouais, je nie. Enfin, je fais pas attention et j'avance et tout. Et en fait, il y a un moment donné, tu peux pas ne pas faire attention. Genre, c'est là, tu ouvres ton Twitter, tu sais même pas, genre, regarder, ouvrir tes notifications sans juste voir de la haine. Tu regardes, tu ouvres ton Facebook, c'est la même chose. Et bref, les gens viennent littéralement l'imposer, en fait, dans ta vie. Donc, tu peux pas nier la haine à partir d'un moment donné. Et donc, ça, en fait, c'est chaud parce que quand t'es entouré de plein d'autres personnes, donc quand je suis avec genre mes potes, quand je suis avec ma famille, ça va, genre je peux le dire, j'en rigole et après je continue, j'avance et je me dis que si je fais réagir les gens, c'est que je suis en train de faire changer quelque chose, pas personnellement, mais en tant que collectif, on est en train de faire changer les choses. Ils s'attaquent à moi parce que peut-être que je suis quelqu'un qui les a dérangés quand j'ai parlé sur une émission ou une autre, mais c'est qu'on est en train de faire un truc. Si on ne dérangeait pas, en fait, il n'y aurait pas cette haine. Donc ça, je me dis, ça c'est assez cool, mais c'est aussi très difficile quand, je sais pas, tu travailles le matin, tu regardes tes notifications et il y a plus de haine que de messages positifs, ça c'est dur. Et donc, parfois je me dis, merde quoi, les gens qui nous soutiennent, dites-le nous parce que... Ouais, parlez plus fort, parce que les autres, ouais. ils se gênent pas en fait. Parfois on a l'impression qu'ils sont plus à être haineux que ceux qui nous soutiennent. Donc, s'il y avait un message à passer, c'est si vous nous soutenez, dites-le nous quoi. Non mais c'est vrai, et dites le positif, Ouais. le négatif si vous voulez, mais dites aussi le positif clairement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que ça peut nous aider, enfin, ça peut nous aider clairement. Et la seule manière d'y remédier, en fait, c'est de s'entourer. C'est le seul moment où je m'en fous, quoi, parce que je sais qu'on fait la bonne chose et j'ai besoin, quand je suis entourée d'autres personnes, je suis enracinée dans mes valeurs, dans ce que je crois. Et après, ben voilà, les autres me tapent dessus. En fait, ça me fera presque pas mal. Je réalise juste que j'ai des coups quand je suis seule. Oui, bah tu m'étonnes. Et comment vivent tes proches ça? Tes parents, ta sœur, tes amis? Au début, genre, mes potes et ma sœur, genre, enfin, ma petite sœur, ils réagissaient sur les commentaires, par exemple, genre, pour Ils te défendaient. Ils me défendaient et tout, et c'était assez... Enfin, moi, ça me faisait trop rire, quoi, donc je les laissais faire et tout. Maintenant, bah, on fait plus du tout ça, enfin, je veux dire, on va pas faire ça tous les jours, donc tant pis, on les laisse faire, et ouais, bah, maintenant... C'est juste, c'est horrible, mais c'est un peu devenu une routine. On sait que quand tu postes un truc, quand tu vas parler dans les médias, il faut pas regarder les commentaires, faut pas ouvrir ses réseaux tout de suite. Quand tu mets un tweet sur les réseaux sociaux, faut ensuite fermer l'appli parce que t'as pas envie de revoir genre La suite, quoi. Donc tu mets un peu des trucs automatiques comme ça, et puis ben du coup ma famille, enfin je vais pas tout le temps leur dire quand il y a des vannes Noël. La même chose pour mes amis, donc il y a plus vraiment, c'est plus trop un sujet. À part quand ça devient vraiment difficile pour moi. Et là, ben, on essaie de... Ouais, ils me soutiennent et du coup, ça va mieux. Et tu t'es entourée donc d'autres activistes, d'autres pays d'ailleurs, comme Camille Etel en France, comme Greta, comme Luisa en Allemagne. Comment tu rencontres tous ces gens-là? C'est force de proposition? Enfin, comment ça se passe? En fait, c'est parce que le mouvement des jeunes pour le climat, c'est un mouvement international. Et donc, comme je disais, tout ce qui s'est passé en Belgique, il s'est passé en fait dans presque tous les pays du monde. Genre, par exemple, en Afghanistan, il y a aussi un mouvement Fridays for Future. Genre, c'est incroyable. Ces jeunes se sont éveillés à travers le monde. Et donc, on a créé, peut-être sans le réaliser, un networking d'activistes internationaux qui est énorme, et on est connecté à travers des plateformes comme Signal, Telegram, mais bref, et du coup on est sur ces groupes et on s'appelle et on s'organise parce qu'on est en mouvement, donc on essaie de se coordonner, on essaie de faire passer les mêmes messages, et donc en fait c'est à travers cette organisation-là qu'on se rencontre, et que du coup, ben, par exemple, que Luisa nous dise, là, il faut que vous veniez à Berlin pour telle action, et du coup on la rejoint. Et il y a plein d'autres activistes, ça c'est parce que c'est des visages un peu connus, mais il y en a énormément d'autres avec qui on travaille pour essayer de faire passer le même message au même moment, mais pas au même endroit, et s'assurer qu'il y ait cette pression. Donc en fait, s'il y a tous ces réseautages, c'est vraiment grâce à un mouvement international des jeunes pour le climat. Et vous avez fait ça comme des chefs parce que vous faites du bruit partout. Trop bien. Et c'est incroyable. En tout cas, c'est très intéressant tout ça. Mais maintenant, j'aimerais bien revenir un peu plus sur le présent. Ouais. Récemment, donc, tu t'es lancée dans différentes campagnes, notamment de la désobéissance civile. Entre autres. D'où ça t'est venu? Est-ce que tu t'es dit, bon, en fait, là, on a demandé gentiment, mais il est temps de passer la deuxième parce que ça marche pas toujours de demander gentiment. Et c'est quoi ton expérience avec la désobéissance civile?
Ouais, bah déjà pour préciser, il y a plein de définitions sur la désobéissance civile. Donc il y en a peut-être qui vont voir par exemple l'action de Code Rouge comme une désobéissance civile ou pas. Mais bref, ouais, je sais pas ce qui s'est passé vraiment en moi, mais c'est de me dire, euh, je dois vraiment utiliser tous les outils que la démocratie nous donne pour mettre un coup de pression vers le monde politique et le monde privé, pour avancer et pour transitionner le plus rapidement possible et faire face à l'urgence climatique. Et enfin, honnêtement, ça fait 4 ans qu'on utilise tous les outils possibles. Genre, on fait tout. On fait de la communication. On a mis des milliers de jeunes dans les rues. On a fait des rencontres politiques. On a été sur tous les plateaux TV. On a vraiment communiqué partout. Enfin, on a tout fait pour. Genre, on a vraiment tout fait pour. Et donc, évidemment, faut pas s'étonner si ces jeunes-là utilisent maintenant aussi l'outil de la désobéissance civile. Et donc, à ce moment-là, ça a du sens. Et pour moi, en fait, je suis arrivée à un stade de mon activisme où ça fait partie des différents moyens d'action que j'ai envie d'utiliser parce que c'est juste... j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin de me sentir plus utile et j'ai l'impression que la désobéissance civile répond à ça. J'ai l'impression de pouvoir reprendre le pouvoir de citoyen que j'ai. Et c'est surtout une interpellation pour le monde politique de se dire, si nos citoyens doivent passer par la désobéissance civile pour s'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que le cadre légal, justement, favorise des gens qui, en fait, sont potentiellement dans l'illégitimité au lieu d'être dans l'illégalité. Ouais, tu l'as très très bien dit. Merci. Et du coup, c'est quoi les next steps pour toi? Du coup, tu veux vivre de ton activisme? Tu veux travailler dans, je sais pas, dans l'humanitaire? C'est quoi les next steps après, quand tu auras fini tes études, évidemment? Ouais, c'est vraiment... J'en pourrais être 100% honnête, je sais pas du tout à quoi va ressembler ma vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Ce que je sais, c'est que je vais garder cette âme d'activisme et je vais rester activiste, quoi. Peu importe où je vais finir, je vais être activiste. Et là, j'espère pouvoir continuer le travail que je fais maintenant parce qu'en fait, ça m'intéresse blindé. J'ai l'impression d'être active. J'ai l'impression de aussi donner envie aux autres de faire la même chose. Donc, c'est-à-dire en fait, réaliser qu'on a un pouvoir et qu'on peut l'utiliser, et donc de partager ces différents outils pour utiliser son pouvoir. Et ça, j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Je sais pas comment je vais le faire. Si je pouvais juste continuer de l'activisme que je fais maintenant, ben je le ferais. Il y a un moment donné où je vais devoir réfléchir à financer ma vie, mais ça c'est pour plus tard. Donc je veux dire, là pour le moment j'ai envie de continuer ce que je fais, d'aller un peu chercher, vraiment chercher dans la caisse de la démocratie tout ce qu'on peut utiliser, quoi, tous les outils, je sais pas, et en développer des nouveaux, interpeller pour qu'on puisse... que le citoyen soit de plus en plus légitime pour interpeller et pour faire partie des discussions. Et donc, je sais pas, j'ai vraiment envie de me dire, je continue au maximum cet engagement et je fais confiance à l'Adélaïde du futur de prendre les bonnes décisions pour rester ancrée avec ses valeurs et continuer cet engagement, peu importe où il devra se faire dans les prochains mois et prochaines années. Ok, génial, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Est-ce que tu te sens privilégiée de pouvoir faire tout ça? Ouais, oui, mais ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, j'ai un privilège, sinon je pourrais pas le faire en fait. C'est un droit de pouvoir, par exemple, manifester, de pouvoir s'exprimer, mais parce que c'est pas un droit qui est acquis partout, ça devient aussi entre autres un privilège. Et puis surtout, même quand ça devient un droit, ça reste un privilège parce que pouvoir manifester sans avoir peur de se faire tabasser dessus ou s'assurer qu'en fait on va pouvoir rentrer chez soi sain et sauf, ça c'est un privilège. Et aussi avoir simplement le privilège d'avoir le temps de se renseigner, d'avoir les informations. Et puis surtout de savoir, de pouvoir organiser une manif. Il faut avoir, il faut avoir des gens autour qui t'expliquent un peu quand même comment on fait et tout. Et donc, ouais, c'est un privilège de pouvoir donner, en fait, le reste, littéralement, tout son temps de vie à ça, quoi. Et ça veut dire que je dois... mon principal souci pour le moment, c'est de s'assurer qu'on parle de l'urgence climatique, c'est de s'assurer qu'on passe les bonnes politiques qui sont à la pointe vis-à-vis de l'urgence. Et c'est parce que j'ai pas de plus à me... j'ai évidemment des choses à me soucier dans ma vie personnelle, mais rien comparé à... je suis pas bloquée systématiquement
Et donc, ouais, j'ai des privilèges énormes. Je suis une femme blanche, issue d'un monde privilégié, économiquement aussi. Et donc, ouais, j'utilise ces privilèges parce que en fait, ça me pousse à une responsabilité. Et je réalise que j'ai cette responsabilité d'interpeller tous les autres privilégiés autour de moi. Et donc, quand je parle et que je fais passer des messages, j'interpelle vraiment les gens qui me ressemblent, Les gens en qui fait. te ressemblent. Ouais, vraiment. Complètement. Tu dis, j'ai le privilège d'avoir accès à l'information et de pouvoir la traiter, parce que tu dis souvent, l'idée c'est de faire passer le message de la science, parce que les rapports c'est pas assez sexy. Non, pas du tout. Ça veut dire que toi, tu en avales des rapports, que tu lis la science. Ouais, j'essaye. Je suis obligée, enfin, je veux dire, je me suis basée sur ça depuis le jour J de mon activisme et je gobe des rapports comme je gobe des articles aussi scientifiques et des conversations avec des experts. J'ai tout le temps envie avant par exemple d'analyser une politique ou je sais pas, d'avoir une position en opinion, j'ai besoin de connaître la science derrière. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens, je sais pas, pour donner un exemple, de mettre dans une taxonomie à un niveau européen. Donc bref, en gros, de dire à un niveau européen que le gaz, c'est bon ou que c'est pas bon pour le futur de l'Europe sur une question énergétique. Bref, là, j'ai besoin d'être en relation avec des scientifiques, de lire des rapports sur ça pour mieux comprendre pourquoi c'est un danger, quoi. Et donc, bref, je continue constamment à m'informer parce que je suis moi-même pas scientifique et je fais même pas des études dans ça. Enfin, je fais pas des études sur l'urgence climatique. Donc, c'est un peu l'étude que je fais à côté de mes études. Mais c'est le but de tous les activistes, en fait. C'est pas de devenir nous-mêmes des scientifiques et d'écrire des rapports. En fait, les rapports, les connaissances, elles sont là. C'est de passer le message aux personnes concernées, parce qu'apparemment, elles n'ont pas voulu l'écouter des personnes concernées, justement. Ouais, mais c'est vraiment ça, ouais. Pour terminer, c'est quoi les sujets sur lesquels tu bosses pour le moment ? Raconte-nous. Il y a plusieurs campagnes auxquelles je travaille, entre autres avec toi. Pour le moment, on est sur une campagne qui s'appelle Stop Hiccup aussi, qui en gros on essaie d'arrêter un des plus grands projets de pipeline de pétrole chauffé du monde, qui est créé par Total Energy. Ça serait une pipeline qui serait faite au Ouganda et qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie, et pour aller chercher ce pétrole qui se trouve aussi entre autres dans des parcs nationaux. Ça déplace plus de 100 000 personnes. Ça a un aspect non seulement climatique, un aspect de biodiversité, mais aussi un aspect de la question des droits humains. Donc là, il y a une énorme campagne et franchement, je vous conseille d'aller voir la page Instagram Stop Hiccup, EACOP. Et puis, donc ça, c'est avec le collectif Totalement Down, qui s'est créé ici en Belgique. Un collectif, en fait, qui interpelle constamment Total Energy sur ses investissements et sur sa création de projets dans les énergies fossiles. Et donc, on les interpelle et on interpelle ceux qui décident de collaborer, entre autres, avec Total Energy. Donc voilà, ça, c'est vraiment constamment une pression vers le monde privé, le monde de l'industrie fossile. Et puis, il y a pour le moment une toute nouvelle campagne, un peu complexe à comprendre, mais super importante. C'est la campagne Look Down, donc la campagne du Deep Sea Mining, c'est-à-dire de l'exploitation des fonds marins. Et là, le but, c'est que c'est un peu complexe, mais en gros, dans les eaux profondes, qui sont des eaux internationales, on va trouver des minerais qui sont dites importantes à ramener sur Terre, entre autres pour la transition écologique, même si énormément de scientifiques disent qu'on peut faire sans ces minerais. Mais bref, il faut savoir que la Belgique demande un contrat d'exploitation. Donc ça veut dire que la Belgique prépare en gros un bateau pour partir dans les fonds marins, envoyer un robot dans ces fonds marins, aller chercher les minerais et revenir après sur Terre avec. Ça peut être destructeur pour la biodiversité, ça peut relâcher énormément de gaz à effet de serre, parce qu'en gros, les fonds marins, c'est une grande source de captation de CO2. C'est vraiment la meilleure technologie de captation de CO2, ce sont les fonds marins. Et donc, relâcher ça pourrait faire assez peur pour la question de l'urgence climatique. Bref, il y a énormément là de choses à régler aussi au niveau du deep sea mining. Donc ça, c'est 2 grosses campagnes. Et puis, il y a plein de choses sur lesquelles il faut continuer à travailler, genre la question de l'écocide aussi, qui est importante dans les prochains mois. Il y a plein de petits combats aussi locaux, genre l'extension de l'aéroport à Liège. Bref, il y a vraiment
Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment de quoi faire au niveau européen aussi. Donc, ça, c'est un peu les prochaines actions sur lesquelles les prochaines campagnes sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Laurie? Je crois que c'est bon, en effet. En tout cas, t'as bien listé, même si c'est peut-être pas exhaustif. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de ton âge, ou peut-être un peu plus jeune même, pour le ou la convaincre de se lancer dans la mobilisation, l'activisme ou n'importe laquelle de ses formes? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je dirais que, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut utiliser. On nous apprend pas tout à l'école sur vraiment tout ce qu'on peut faire pour contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et quand on contribue à quelque chose qui est plus grand que soi-même, plus grand que sa vie de tous les jours, c'est incroyable la satisfaction que ça donne, c'est incroyable le pouvoir que ça te donne pas un pouvoir sur un autre, mais allez, en anglais on dit empowering, tu vois, ça te... Empouvoirment, mais c'est nul. Empouvoirment, ouais, c'est de la merde. Mais bref, tu vois, ça te donne cette sensation de te dire, mais en fait, je contribue, quoi. Ça me permet de contribuer à quelque chose de quelque chose de meilleur pour la société. Enfin, ça paraît bateau, mais c'est vraiment le cas, quoi. Et donc, trouver ces outils, en fait, ils sont juste à côté de nous. Et on peut les utiliser super facilement. Et s'engager dans l'activisme, ça veut pas dire demain organiser une manif, quoi. C'est tellement plus grand. Il y a tellement de choses que tu peux faire, et en fonction de ce que tu kiffes faire dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, l'activisme, ça te permet d'aligner tes valeurs avec ta vie de tous les jours, et ça, c'est juste incroyable. Donc, je dirais à un jeune de pas avoir peur du mot activisme ou de l'engagement, en fait, et d'essayer. En fait, il faut essayer vraiment en premier test, et puis tu vois si ça fonctionne ou pas avec toi, et puis tu continues, surtout n'arrête pas. Bah super, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus parce que c'était des très beaux mots de la fin. Merci beaucoup. Merci Laurie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa, et d'ici là, prenez soin de vous.